Comme chaque mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie. Et ce matin, Léa Gage. Bonjour Léa. Bonjour Damien. Ensemble, on va notamment parler d'une étude dont les résultats suggèrent un affaiblissement des courants océaniques de l'Atlantique, c'est-à-dire dans Reporter cette semaine. Et oui, alors l'AMOC, est-ce que vous savez ce que c'est l'AMOC? Non. Alors pour le dire en version longue, circulation méridienne de retournement atlantique. Alors pour le dire plus simplement, c'est un système de courants océaniques qui contribue à la régulation du climat. Alors peut-être que vous connaissez le Gulf Stream, oui, bien sûr, entend souvent parler. En fait, le Gulf Stream, c'est un des courants du système de courants océaniques qu'on appelle l'AMOC. Donc c'est les courants chauds du golfe du Mexique vers le large de l'Europe. Mais l'AMOC, c'est beaucoup plus large que ça. Alors vous le voyez sur cette carte. Pour que vous visualisiez bien, c'est une immense boucle qu'on représente souvent comme un tapis roulant qui transporte de l'eau chaude en surface vers le nord et de l'eau froide en profondeur vers le sud. Un cycle infini en fait de réchauffement et de refroidissement de masse d'eau qui charrie des nutriments, du carbone, de l'oxygène à travers en fait l'océan Atlantique. Vous le voyez sur cette carte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMOC, ça influence fortement le climat des continents qui bordent l'océan. Il y a l'exemple qui est donné par notre journaliste Hortense Chauvin dans son article. En fait, cette circulation, c'est elle qui fait que les hivers sont plus doux à Bordeaux en France qu'à Portland aux États-Unis, alors que ces deux villes font face au même océan et à une latitude équivalente. Oui, sur un globe terrestre, elles sont au même niveau. Que dit l'étude sur l'évolution de ce système de courant océanique que vous publiez ? Alors ça fait déjà plusieurs années que la communauté scientifique s'inquiète du devenir de ces courants océaniques dans un contexte de changement climatique. Et là, cette nouvelle étude donc, qui vient de sortir il y a tout juste une semaine dans Science Advances, donc c'est une équipe d'océanographes qui suggère qu'il y a un affaiblissement effectivement de l'AMOC. Alors comment? Généralement, les experts disent que le changement climatique pourrait gripper le moteur de l'AMOC. Alors le moteur de l'AMOC, c'est un phénomène qui se produit au nord, au large du Groenland et qu'on appelle la formation des eaux profondes. En fait, c'est les courants chauds qui rencontrent des masses d'air froid au nord. Et il y a une partie de l'eau de mer qui gèle et le reste de l'eau devient plus salée. Donc l'eau froide est plus salée, elle est plus dense. Donc elle coule et plonge vers les abysses avant de repartir vers le sud. J'ai tout compris. Qu'est-ce qui précisément pourrait gripper alors ce moteur de l'AMOC ? Alors les carburants majeurs de ce moteur de l'AMOC, vous l'avez compris, c'est donc la température et la salinité des eaux. Parce que c'est en fonction de ces paramètres que l'eau va aller en profondeur ou en surface. Donc les experts du sujet, ils évoquent plusieurs phénomènes qui influencent ces deux paramètres. Il y a la fonte des glaciers du Groenland, il y a le réchauffement des eaux de surface ou encore la hausse des précipitations sur les hautes latitudes de l'Atlantique Nord. Mais la communauté scientifique, elle n'a pas de certitude sur ces causes, tout comme elle n'a pas de certitude sur l'intensité ou l'horizon temporel d'un potentiel affaiblissement de l'AMOC. En fait, c'est un phénomène qui est, vous l'avez compris, assez complexe, difficile à mesurer. Donc là, l'étude qui vient de sortir, elle suggère bien un affaiblissement de l'AMOC sur les 2 dernières décennies et sur la bordure ouest de l'Atlantique. Mais une autre étude, alors celle-ci qui va dans le même sens, qui est parue il y a 5 ans dans Nature Géosciences, elle estimait qu'au début des années 2020, l'AMOC n'avait jamais été aussi faible sur les 1000 dernières années. Donc c'est quand même assez important. Donc ces deux études vont dans le même sens. Mais il y a tout un tas d'études sur le sujet. Et par exemple, il y a une étude qui dit l'inverse, qui est parue en 2025, qui remet en cause les preuves selon lesquelles l'AMOC se serait effectivement affaiblie sur les dernières décennies. Donc là, on remonte sur les années 60, parce qu'elle utilise une méthode de mesure différente. Bon, ça veut dire qu'on s'inquiète pour rien, quoi. Alors pas vraiment, parce que oui, il y a de l'incertitude, mais le sort des courants océaniques dans un monde qui se réchauffe, c'est quand même une vraie préoccupation scientifique. D'ailleurs, en octobre dernier, vous vous en souvenez peut-être, il y a une quarantaine de climatologues qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont même adressé une lettre ouverte au ministre du Conseil nordique. Donc c'est le conseil qui réunit les États riverains de la mer Arctique. Alors selon eux, le groupement international des experts du climat, le GIEC, aurait sous-estimé le risque de voir l'AMOC passer un point de bascule dans les prochaines décennies avec, je cite, des effets dévastateurs et irréversibles. C'est-à-dire, quelles conséquences si l'AMOC ralentit ? Alors là encore, il y a tout un tas d'études pour envisager les conséquences de cet affaiblissement. Allez lire, donc je vous le disais, la menace, elle est certes
incertaine, mais elle serait catastrophique. On parle d'une baisse drastique des températures en Europe du Nord, de sécheresse au Sahel et en Asie du Sud, de montée du niveau de la mer sur la côte ouest de l'Europe et sur la côte est de l'Amérique du Nord. Et là, tout récemment, il y a quelques jours, il y a une nouvelle étude qui est sortie et qui prévoit un potentiel relâchement de milliards de tonnes de CO2 qui sont jusqu'ici dans les profondeurs de l'océan. Bref, c'est tout de même un sujet quand même à prendre au sérieux. D'ailleurs, l'Islande, par exemple, c'est un pays qui le prend très au sérieux et qui a classé l'effondrement potentiel de l'AMOC dans la catégorie des risques existentiels et de sécurité nationale à cause du risque de chute de température brutale et de perturbations météorologiques majeures. Tout cela à retrouver sur le site de Reporter, le média de l'écologie, et puis d'autres sujets aussi comme les cosmétiques, parce que la plupart des produits cosmétiques aujourd'hui sur le marché sont voués à être interdits, en tout cas en Europe. Oui. Alors, vous savez, les crèmes de jour, les shampoings, les dentifrices, les rouges à lèvres... Les shampoings, je sais moins, mais oui. La plupart des produits cosmétiques et d'hygiène dans les rayons contiennent des substances suspectées d'être cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Ouais. Alors, on parle par exemple de la tonalide qu'on retrouve dans les parfums ou de la galaxodide qu'on retrouve parfois dans les savons ou dans les déodorants. Et aujourd'hui, lorsqu'une substance est effectivement classée dans ces catégories par la Commission européenne, les entreprises, elles disposent d'un délai de 18 mois pour reformuler leurs produits et retirer la substance qui est concernée dans la composition de ce produit. Passé ce délai de 18 mois, la vente du produit devient strictement interdite, sauf que aujourd'hui même, ce mercredi, les parlementaires européens doivent discuter d'un assouplissement de cette règle. Si ce texte est adopté, des produits dont la toxicité est avérée pourraient rester 15 mois de plus dans les rayons des magasins. 15 mois, pourquoi allonger ce délai ? On peut se poser la question parce qu'il y a un risque pour le consommateur. Eh bien, ce sont les arguments du secteur qui sont repris par le gouvernement français et la Commission européenne pour justifier cette dérégulation. Ceux de l'emploi, des PME, par exemple, qui auraient du mal à se mettre en règle. Mais en réalité, quand notre journaliste Rosane Le Saint est allée fouiller un petit peu dans le sujet, elle a découvert que ce sont surtout les lobbies des géants du cosmétique qui sont à l'œuvre dans cette affaire, comme LVMH, l'entreprise du milliardaire Bernard Arnault. Ces entreprises, elles font bien sûr de gros profits sur les recettes de leurs produits qui contiennent des ingrédients nocifs et potentiellement nocifs. Alors pour influencer les autorités européennes, LVMH a déboursé entre 2 millions et 2 500 000 euros en 2025. L'entreprise, elle a aussi obtenu plusieurs rendez-vous avec des membres de la Commission européenne. Donc ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est qu'encore une fois, sous prétexte de simplification, il y a le risque de voir passer un texte qui est plus pour favoriser les intérêts des grandes entreprises, et là en particulier cosmétiques, au détriment de la santé et de l'environnement. Tout ça est à retrouver sur Reporter, TE2RE à la fin, reporter.net. Merci beaucoup Léa Gage et à la semaine prochaine.